Bienvenue dans le 20h. Merci d'avoir choisi le journal de RTI1. Voici les titres que nous allons développer. Le président de la République est de retour en Côte d'Ivoire après un séjour d'une semaine en France. Le président Ouattara va présider la fête du travail le lundi 1er mai prochain au palais de la présidence. Et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, était dans le village d'Akoué-Brego, dans la localité de Benjerville. Ahmed Bakayoko a présidé la journée de réconciliation. Et nous irons à la découverte d'un art culturel devenu aujourd'hui un produit touristique dont peut se vanter la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Goli, une danse du terroir. Suite et fin de la visite du pape François en Égypte, le souverain pontife a dit une messe devant des milliers de fidèles chrétiens au Caire. Il a appelé à la fraternité et à la charité pour répondre à l'extrémisme. Ajoutez également notre rendez-vous culturel de ce samedi. La page culture aujourd'hui s'intéresse au FEMIA, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Notre invité est Salif Traoré, dit Assalfo, leader du groupe Magic System, également commissaire général du FEMIA. Après l'acte 9, l'année dernière, Assalfo et ses amis du groupe Magic System remettent le couvert. Le FEMIA 10 a démarré, mais sous quel signe? Quelle est la coloration de ce 10e festival? Le FEMIA 10, nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité à Salfo, bien sûr. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir Salfo. Bonsoir Marie-Laure. À tout à l'heure donc pour l'entretien. Tout à l'heure. Tout d'abord, voyons en image l'arrivée à Abidjan du président de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est rentré en Côte d'Ivoire cet après-midi. Après un séjour d'une semaine en France, il a été accueilli à sa descente d'avion, comme vous le voyez dans les images, par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et par le premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Le président Ouattara, je rappelle, va présider le lundi 1er mai prochain la fête du travail au palais de la présidence. La secrétaire d'État à la région bruxelloise est en visite en Côte d'Ivoire. Elle conduit une mission de prospection économique belge. L'autre de la Côte d'Ivoire a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. On fait le point avec Viviane Aimé. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique vont connaître un nouveau coup d'accélérateur avec la vaste offensive économique que le gouvernement belge se prépare à mener au mois d'octobre en Côte d'Ivoire. Près de 200 entreprises et hommes d'affaires belges de tous les secteurs d'activité conduits par la princesse Astrid de Belgique seront en Côte d'Ivoire. C'est pour préparer cette importante mission économique que la secrétaire d'État à la région bruxelloise, Cécile Jodogne, est venue rencontrer les autorités ivoiriennes. Elle a été reçue par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Cette mission aura un caractère tout à fait officiel avec des rencontres protocolaires avec les autorités et les institutions ivoiriennes, mais aussi et surtout, puisqu'il s'agit d'une mission économique, sera constituée d'une délégation entre 100 et 200 entreprises belges multisectorielles qui représentent des activités tant dans le domaine des biens et des produits que dans celui des services, dont certaines sont déjà établies en Côte d'Ivoire, d'autres ont déjà eu ou ont des relations commerciales, mais aussi une bonne partie d'entre elles seront des entreprises qui souhaitent prospecter, découvrir les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Et c'est donc l'objectif de notre mission aujourd'hui, c'était de rencontrer les autorités pour que nous puissions ensemble construire cette mission et qu'elle réponde aux attentes tant des entreprises belges que des entreprises et des autorités ivoiriennes. Et c'est en nous rencontrant, en discutant de tout cela, que nous ferons de cette mission une réussite pour nos deux pays. Un engagement du gouvernement belge qui montre bien que la politique de développement menée par le gouvernement ivoirien bénéficie d'une audience favorable à l'extérieur.
Et parlons d'un autre engagement. 28 chefs d'entreprise représentant plus de 60 000 salariés en Côte d'Ivoire s'engagent pour une charte de diversité. Cette charte est destinée à lutter contre toute forme de discrimination au sein des sociétés. La cérémonie de signature a été présidée par le vice-président ivoirien Jérôme Kofi Abolé. Le vivre ensemble dans le respect des différences pour promouvoir l'épanouissement physique et moral des salariés, telle est l'une des visions fondamentales des entreprises de Côte d'Ivoire qui s'engagent pour une charte de la diversité. Cette vision, conforme à celle du président de la République, Alassane Ouattara, dans son élan en vue de l'avènement de l'Ivoirien nouveau, ne peut être appréciée qu'à sa juste valeur. La charte sur la diversité en entreprise en Côte d'Ivoire est le fruit du brainstorming d'une dizaine d'entreprises, aujourd'hui signataires, et pourrait être humblement présenté comme un texte plutôt équilibré dans lequel devraient se reconnaître les entreprises ivoiriennes. Et nous avons rêvé ensemble que la signature de la Charte de la diversité pouvait être un projet intéressant pour tous les salariés en Côte d'Ivoire. Comme les intervenants qui le précèdent, le président du patronat ivoirien fait noter qu'il s'agit d'une démarche qui vise à créer des conditions meilleures pour l'entreprise et ses salariés. Je voudrais, au nom de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, adresser mes chaleureuses et sincères félicitations à toutes les entreprises signataires de ce jour qui confirment ainsi leur engagement dans une prise en compte des principes de la diversité au sein de leurs entreprises respectives. Ce sont au total 28 entreprises qui décident de s'adonner à la pratique de la charte de la diversité. Elles ont à cœur, en prenant cette initiative, de combattre toutes les formes de discrimination au sein de l'entreprise. Et sur toute la ligne, elles sont en phase avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan, venu présider cette cérémonie de signature de la charte. Les enjeux de la non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines, que sont notamment l'embauche, la formation, l'avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs, tout en valorisant les compétences et l'égalité des chances, telles qu'énoncées dans le dispositif, constituent à nos yeux ce que doit être le cœur de votre action au quotidien dans la mise en œuvre de la charte sur le terrain. Diversité et égalité des chances sont deux notions clés dont il faudra veiller à ce qu'elles soient observées, autant que faire se peut dans la gestion des hommes qui constituent la première richesse de vos entreprises. En vertu de cette charte, les entreprises ivoiriennes signataires prennent ainsi l'engagement de mettre en exergue un certain nombre de valeurs. Il s'agit notamment de sensibiliser et former les dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières, de respecter et promouvoir l'application du principe de non-discrimination et de favoriser surtout l'emploi des personnes en situation de handicap. Je vous propose de revenir sur l'émission bilan relative aux 100 jours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la tête du gouvernement. Sur les questions du transport, du logement et de l'alimentation, le Premier ministre ivoirien rassure les populations sur les actions menées par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie. Nous vous proposons juste quelques séquences de cette émission diffusée sur RTI 1. Sur le transport, notamment pour la ville d'Abidjan, où les difficultés de transport sont plus élevées qu'ailleurs, et où, avec les ruptures de charge, on est obligé de prendre un Wara pour aller d'un endroit à un autre, prendre après un autre pour aller, etc. Nous nous sommes rendus compte que l'un des problèmes, c'est le fait que la Sotra est aujourd'hui en difficulté. Et c'est ainsi que le gouvernement a décidé de lancer un vaste programme d'acquisition de bus Sotra. Et nous avons, le 5 avril dernier, réceptionné 137 bus qui ont été donnés. Et pour la fin du mois de juin, nous aurons 500 nouveaux bus. Donc ces 500 bus, c'est sur un plan d'acquisition de 2000 bus d'ici 2020. Et nous sommes en train de travailler à nouveau avec le groupe Tata et Exim Bank Inde pour la livraison en 2018 d'une nouvelle tranche de 500 bus. Nous travaillons à cela. Nous avons dit d'ailleurs que pour cette nouvelle tranche de 500 bus, il est important qu'ils mettent en Côte d'Ivoire une usine de montage pour que ça crée des emplois ici en Côte d'Ivoire. Après, à la question du logement.
qui est une question que l'on peut voir à deux niveaux. Il y a ceux qui louent, donc qui ne peuvent pas tout de suite accéder à la propriété, et qui, eux, ont des problèmes quotidiens, puisque quand vous allez, on vous demande de payer 6 mois donc, de caution, 6 mois de loyer. Donc le gouvernement est en train de travailler pour essayer de mettre de l'ordre aussi donc, sur cette question. Mais il faut éviter d'avoir aussi une réglementation qui sera de nature à décourager ceux qui investissent pour qu'on ait une offre de logement qui elle-même est un facteur de baisse donc, du prix des loyers. Et quand l'État se mêle de construire des maisons, on n'a pas forcément les bonnes solutions aussi. Non, l'État ne s'est pas mêlé de construire donc, des maisons. Donc l'État a initié un programme, donc le logement social, mais ce n'est pas l'État qui construit. Une ordonnance a été prise qui indique quels sont donc, les avantages fiscaux qui sont accordés aux promoteurs donc, qui font des logements avec des proportions qui sont 60% de logements qui sont sociaux et 40% de logements économiques. Puisque pour ceux qui font du grand standing, on n'a pas besoin donc, de leur faire un dégrèvement fiscal. Ils ont les moyens de payer. Mais pour les autres, donc, une ordonnance a été prise pour dire quels sont les avantages fiscaux auxquels les promoteurs ont droit lorsqu'ils font des logements qui sont sociaux et des logements donc, économiques. Ce programme a été lancé. Il était très ambitieux, puisqu'on parle de 60 000 logements. Aujourd'hui, de manière extrêmement précise, on a environ 10 000 logements donc, qui sont achevés ou en voie d'achèvement. 4 000 vraiment achevés, 6 000 en voie d'achèvement. Je l'annonçais en début de journal, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était dans le village d'Akoué-Brebo, c'est dans la localité de Bingerville. Le ministre Ahmed Bakayoko a présidé la journée de réconciliation. Il a appelé les filles et fils de ce village à la paix et à l'unité pour le développement de la localité. Nous explique Abou Sanougou. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à la journée de réconciliation des fils et filles de Akoué-Brebo, village Atchan dans la localité de Bingerville, qui avait vu son harmonie troublée par la mésentente entre ces populations, née de la transmission de l'exercice du pouvoir villageois en pays Atchan. Aujourd'hui, cette mésentente est un lointain souvenir grâce au ministre d'État Ahmed Bakayoko. Place au développement à présent. Et les populations reconnaissantes ont salué l'action du chef de l'État, Alassane Ouattara, en faveur de leur village. Transmettez à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, notre infinie reconnaissance et gratitude pour les travaux de bitumage de l'axe Bingerville et Loka en cours. Le bitumage, par sa volonté des artères principaux de tous les villages Akoué et des voies les reliant au chef-lieu, n'a-t-il pas pourvu tous les villages Atchan de châteaux d'eau et d'adduction d'eau potable, qu'il soit assuré que le peuple Atchan lui sera infiniment reconnaissant. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué la paix retrouvée entre filles et fils des villages Akoué, avant de les exhorter à soutenir le président de la République, Alassane Ouattara. L'hommage que vous m'avez demandé de transmettre au président de la République. Cet hommage est important. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi, il faut le dire, il faut le reconnaître. Je suis fier de voir cette belle route. Et c'est le début du commencement pour Brebo. Vous qui saviez la vie avant, vous savez que quelque chose a été fait. Quelque chose a été fait pour changer vos vies. Le chef de terre m'a dit, il faut dire au président de venir. Nous ici, on est contents de lui, il a fait du bon travail. Il travaille tellement que quand on lui dit non, le pays là, ça va pas, les gens, il dit mais en fait c'est parce que quand tu as une chemise, quand tu peux savoir que la chemise est sale. Si tu n'as pas de chemise là, tu ne vas pas savoir que la chemise est sale. Tout le travail qui est en train d'être fait, partout en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ici seulement. Mais les gens veulent que tout se passe dans les petits business, ils n'ont pas avoir l'argent, ils vont donner à leurs petites copines. Comme ça, ils n'ont plus, ils disent l'argent ne circule plus. L'argent au rendez-vous du travail. Puis le ministre d'État Ahmed Bakayoko a été fait membre de la génération Dougbo Agban avec pour nom Djamou Mobio. Il fait désormais partie de la grande famille Atchado.
Au RD, on s'active pour le 3e congrès, mais avant l'heure est au préparatif des pré-congrès régionaux. L'un des cadres du parti, Bruno Kone-Nabanye, vient de sillonner justement la région de l'Agnébi-Tiassa. Il est allé échanger avec les militants et s'imprégner de leurs préoccupations avant le congrès, nous dit Herman Kifi. Ils sont venus des grandes villes qui composent l'Agnébi-Tiassa pour prendre part à ce pré-congrès régional du RDR. La salle des fêtes de la ville d'Agboville s'est avérée petite pour contenir le flot de militants venus écouter le message de la direction du parti. Des indications portées par un messager, Bruno Nabanye-Kone, cadre du parti, qui n'a pas manqué d'inviter les militants à resserrer les rangs autour du chef de l'État, à demeurer fidèles à sa vision pour la Côte d'Ivoire. Restons motivés, c'est très important. Je commence par ça parce que je sais que nous sommes au congrès, que nous allons nous parler les yeux dans les yeux. Mais il est important que nous n'oublions pas ce qui nous a motivés au départ, ce qui a fait qu'un jour nous nous sommes levés pour dire nous allons aller dans ce parti qui s'appelle le RDR. Des échanges francs avec la base, parfois houleux, mais dans un bon esprit, celui de préparer le congrès à venir. Grâce au président Alassane Ouattara, beaucoup a été fait et malheureusement, certains militants semblent le méconnaître. Donc il est important que nous venions au contact des militants, leur dire la réalité de ce qui a été fait, leur dire comment notre pays a progressé au cours des 5 dernières années, les rassurer et puis leur dire qu'en réalité, notre pays est entre de bonnes mains, notre pays est sur de bons chemins. Il n'y a qu'à faire confiance à ceux qui les dirigent pour que nous allions encore plus loin. Bruno Nabanye-Kone a ensuite procédé à l'installation des commissions pour que s'ouvrent les travaux. Il a également procédé à la présentation des membres du bureau du pré-congrès. Ce congrès s'étend sur 3 jours. Il s'achève ce dimanche 30 avril 2017. Les militants du RDR de la région du Gbaklet tiennent, eux, le pré-congrès. La direction du parti a dépêché un émissaire, le président du Rassemblement des enseignants républicains, pour s'entretenir avec la base et recueillir leurs préoccupations. On en sait plus avec Konaté Moussa. C'est la ville balnéaire de Sassandra qui a accueilli le pré-congrès du Rassemblement des républicains de la région du Gbaklet, présidé par l'honorable Abdoulaye Kouyaté et comme rapporteur principal Alexis Poka. L'envoyé du RDR a tenu à préciser les enjeux du pré-congrès. Il s'agit de recueillir les observations et les recommandations de la base sur la vie et le fonctionnement du parti. Chaque région, chaque département doit sortir de ce pré-congrès uni avec des résolutions fermes. Et je crois que l'atmosphère que nous avons vue ici, n'est-ce pas, augure, n'est-ce pas, des pré-congrès qui va sortir avec une bonne conclusion, de bonnes résolutions, de bonnes recommandations, de telle sorte que, à terme, le 3e congrès ordinaire se passe, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions pour que le RDR sorte, n'est-ce pas, de ce congrès réconcilié, remobilisé, uni. Pour aboutir à des résolutions consensuelles, 6 commissions techniques sont mises en place conformément au cahier de charges édicté par la haute direction du parti, parmi lesquelles les commissions statut et règlement intérieur, politique générale et communication. Ce sont au total 45 délégations qui ont pris d'assaut le territoire national pour ces pré-congrès éclatés. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a rencontré le groupe parlementaire de son parti. C'était cette semaine. Son adresse aux députés du PDCI a porté sur la responsabilité et les défis auxquels le parti fait face aujourd'hui. Une mesure a été annoncée. Le PDCI va organiser les primaires pour régler la question du choix des candidats. Sidonie Davila pour le reportage. Nous avons pris la décision de créer les conditions pour que les primaires soient le mode de choix de tous nos candidats lors des prochaines élections. Une mesure qui intervient après la levée de sanctions dont faisaient l'objet certains membres du PDCI RDA. Elle a valu à son président un standing ovation. La rencontre a été l'occasion pour le président Henri Konan Bédié de féliciter ses députés et de donner quelques instructions pour le rayonnement du parti. Le député, dont le rôle essentiel est de voter la loi, doit être jaloux
de son droit d'amendement afin de donner au pays des lois applicables permettant au parti d'exprimer sa vision, au gouvernement d'atteindre ses objectifs de gestion du pays et aux populations de garder leurs acquis, leurs intérêts. Les députés élus sous la bannière du PDCI RDA rencontrent pour la première fois le président Henri Konan Bédié depuis les dernières législatives. Le groupe parlementaire est venu exprimer son engagement à toujours servir le parti depuis l'hémicycle. C'est ici le lieu de vous dire toute la fidélité du groupe parlementaire à votre vision pour les batailles futures. En bons soldats disciplinés, nous restons au service de la nation et à vos ordres. Le groupe parlementaire PDCI RDA, présidé par Maurice Kakou-Gikawe, compte 89 députés, le tiers du Parlement. Il a sous sa coupe 2 commissions, la commission des affaires étrangères et la commission des affaires sociales et culturelles. Nous partons maintenant pour Grand Bassam où vient de se tenir l'Assemblée générale élective du Fonds de prévoyance de la police nationale. 3 candidats étaient en compétition pour le poste de directeur général du fonds. À l'issue du vote, c'est Jacques Kagane qui a été réélu avec plus de 86% des voix. Quels sont donc ces défis pour le fonds? Élément de réponse avec Astou Touri. Une confiance réitérée. Jacques Kagane est réélu avec plus de 86% pour un nouveau mandat de 3 ans. Sur 15 administrateurs soumis au vote, 13 lui ont renouvelé leur confiance pour le travail accompli durant ces 3 dernières années. Au nombre des acquis, la construction d'une polyclinique de référence, 6 ambulances médicalisées et un excédent de plus de 500 millions réalisé en 2016. Visiblement heureux, le nouveau patron du Fonds de prévoyance de la police nationale n'a pas boudé son plaisir. Ma joie est grande et je pense que c'est le fruit du travail d'une équipe. Et les policiers savent lire les actes, ils ont lu les actes, ils nous ont demandé de faire plus, nous nous sommes engagés à le faire davantage. Après la proclamation des résultats, les candidats malheureux ont félicité le nouveau DG du fonds. J'ai vécu une très belle aventure et tout ce que je souhaite bon vent au nouveau directeur général et je souhaite qu'il fasse corps de notre programme afin que le policier soit mieux soigné. Au cours des 3 années à venir, avec son équipe, Jacques Kagane entend poursuivre la mission qui lui est assignée, à savoir améliorer les conditions de vie des policiers. Il faut poser des actes qui rassurent. Il faut donc veiller, assurer les arrières de ces policiers pour qu'ils aient la tranquillité pour obtenir des résultats. Et comme nous l'avons dit, grosso modo, de façon schématisée, un policier bien soigné doit être un policier bien logé. Avec 105 000 bénéficiaires, le FPPN compte 17 000 policiers cotisants et se développe autour de 3 grandes activités. L'assurance maladie invalidité, la prévoyance sociale, la mobilisation de l'épargne et le financement du crédit. Dans le domaine agricole à présent, l'AIPH, l'association ivoirienne des producteurs de palmiers à huile, a décidé de moderniser la filière avec un nouvel outil, c'est la traçabilité des flux des produits. Jeudi dernier, les 3 composantes de l'interprofession que sont les producteurs, les premiers et deuxièmes transformateurs ont procédé à la mise en place des instruments de cet outil. C'était à Irebo, dans le département de Jacquesville. Le résumé de Noël Nyagno. La filière palmier à huile veut faire tache d'huile. Elle a décidé d'innover dans la gestion des acteurs et de leurs activités. Cette innovation a un nom, la traçabilité des flux des produits. Il faut savoir combien de plantains nous avons, quelles sont les superficies que nous avons, où sont situées ces plantations, quelles sont les productions des uns des autres, la production globale, quel planteur livre à quel agro-industriel. Grâce à cela, d'une part, les informations statistiques vont être données au État, au gouvernement, mais surtout, ces informations et ces données statistiques permettront de quantifier et de mieux cibler les projets de développement. Ça permet d'éviter, par exemple, que si certains producteurs doivent à une structure usinisée, qui, du fait qu'ils ont une dette envers eux, aillent chez un autre, continuer à travailler sans se décentraliser. Comme on le voit,
Il s'agit de se donner les moyens d'une bonne gouvernance de la filière avec pour impact majeur l'amélioration du rendement doublé des effets bénéfiques pour le couvert forestier. Aujourd'hui, on parle de ne pas déforester. Et donc, nous devons nous organiser de manière à ce qu'on puisse donner de l'engrais aux producteurs pour augmenter la productivité. Par exemple, nous savons qu'un planteur peut avoir 1 hectare. On lui donne de l'engrais qui va augmenter sa production. Ça, c'est une amélioration du rendement. Et le personnel technique va les accompagner en étoffant le dispositif d'encadrement. Avec un argumentaire de cette nature, on comprend l'empressement des 3 collèges à donner leur caution à la mise en œuvre de cette démarche. Ils n'ont pas que donné leur caution, ils ont mis en place un comité de pilotage à charge de faire le suivi pour une meilleure exécution de la feuille de route, parce que le permis à huile doit inspirer les autres filières de produits de rente pour plus de compétitivité au service d'une agriculture performante, a indiqué Mme Konazo Mireille au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La filière palmier à huile, c'est 32 coopératives regroupant plus de 36 000 producteurs villageois. Je vous conduis dans la région du Tonkpi, dans l'ouest ivoirien, pour découvrir les ponts de Liane. Ils constituent un patrimoine touristique et culturel spécifique. On en dénombre une dizaine dans cette partie du pays. Découverte avec Eve Bouy. Il mesure près d'une centaine de mètres de longueur et perché à 6 mètres de hauteur au-dessus du fleuve Cavali. Le pont de Liane de Vatou, situé dans le département des Zouaouiens, est le plus imposant des ponts de Liane de la région du Tonkpi. Sa traversée s'effectue en 5 minutes. D'un pont de Liane à l'autre, Lié-Pleu, dans le département de Danandé. Ce pont est également construit sur le fleuve Cavali. Il est très visité. La rive rocheuse du fleuve, à proximité du pont, donne sur une superbe île, endroit privilégié de repos, de repas champêtres et de sorties détente. Un 3e pont de Liane a retenu notre attention, celui des Adépleux sur le site des cascades naturelles de Mans. C'est un pont qui est intégré au paysage forestier de l'espace. Véritable chef-d'œuvre, ces ponts de Liane sont construits dans le plus grand secret. Le mystère de cette ingénierie culturelle du peuple d'An demeure encore de nos jours. La technique de base utilisée est celle du tissage. Quelques jours avant, les lianes sont déposées le long du cours d'eau au niveau du site choisi pour la mise en œuvre de l'ouvrage. Dès lors, l'endroit est interdit d'accès à toute personne non initiée. Le lendemain matin, telle une magie, le pont est dressé. Pour le traverser, des prescriptions. Avant de monter, on enlève ceci. Là, le totem des ponts, il y a les poudres, tous les poudres de farine, comme les poudres de manioc, tout ça, ça ne dépassait pas. Interdit, bien entendu, respecté. En tout cas, ces ponts qui ont tous été réhabilités après les années de crise attirent à nouveau de nombreux touristes. Le conseil régional du Tonkpi décidait donc à tout mettre en œuvre pour le rayonnement de ces ouvrages. Nous avons demandé qu'un plan de développement touristique soit élaboré, mais nous avons également échangé avec l'administration ici, le corps préfectoral, pour que, en tout état de cause, la question donc de la sécurité ici soit prise en compte. Donc une réglementation va être mise en place. Maintenant, le conseil régional et les collectivités feront la promotion de ces sites comme de bien d'autres sites au niveau de notre région. Bien d'autres sites et d'autres attraits touristiques dont regorge la région du Tonkpi. Nous avons les chutes d'eau de Goba. Nous avons environ 4 ou 5 ou même 6 festivals qui sont actuellement en activité. En plus des festivals, il y a beaucoup de danses traditionnelles. Il y a la sortie des masques, il y a la course des masques. Donc on peut développer un tourisme autour de ces activités culturelles. Une offre alléchante. On peut donc le dire, l'ouest de la Côte d'Ivoire demeure l'un des fleurons touristiques du pays. Et justement, la Côte d'Ivoire peut bien compter sur son riche patrimoine culturel pour enrichir son offre touristique, patrimoine matériel comme immatériel. C'est le cas des danses du terroir, comme le Zaouli chez les Gouro, le Boloy chez les Sénoufo ou même le Goli que se partagent les Ouan et les Baoulés. Un art culturel qui aujourd'hui est devenu un produit touristique dont peut se vanter notre pays. Voyons l'histoire d'un art à double dimension dans ce reportage signé Eugène Atoubi. Bende Kwassikro, à une dizaine de kilomètres de Bouaké, est devenu un village célèbre grâce à son Goli. Un Goli qui a acquis une dimension internationale. Allemagne 84, 89, Nice, 94, États-Unis d'Amérique, à Memphis. Passeport,
Les différents voyages du Goli hors des frontières de la Côte d'Ivoire sont redevables à 2 localités, Bendé-Kwassikro et Bofia dans le département de Toumoudi. Ces 2 villages ont su admirablement présenter le Goli comme un produit touristique made in Côte d'Ivoire. On a confiance à la danse Goli de Bofia puisque on a été international, on a déjà dansé au Burkina Faso, au Mali et à Cotonou. Le Goli est avant tout un culte issu du fonds culturel du peuple ouan qui compose la région de Kounaïri. Séduits par cet art culturel, les Kodais, région de Béoumi d'abord, au nom du voisinage, les Baoulés, Bouaké Toumoudi ensuite, vont l'emprunter, tout en l'adaptant, chaque peuple selon sa culture et son identité. De ce voyage dans le temps et dans l'espace, créateurs et dépositaires du Goli s'accordent sur l'idée de sa valorisation et sa promotion. Le Goli est un instrument de réjouissance. Et donc, voir le Goli bien se pratiquer, ça procure un plaisir. Et vous voyez bien que quand le Goli est bien exécuté, c'est pratiquement comme si la plupart des gens qui dansent sont en transe. Le Goli, ce n'est pas qu'un masque. Ce n'est même pas qu'un fétiche. C'est une religion. Nous n'avons pas le droit de le perdre. À ce jour, le Goli n'a fait nulle part l'objet d'un festival, bien que crédité de plusieurs apparitions fort appréciées lors de foires et salons dédiés à la culture ou au tourisme. Pour autant, il séduit et plaît à l'international. Au plan local, il constitue l'une des nombreuses potentialités touristiques dont la valorisation et la promotion vont booster le tourisme intérieur. Nous prévoyons un festival qui va se dérouler à chaque mois d'août. Cela sera pour nous une manière de permettre aux générations qui sont en ville, qui ne connaissent pas trop la culture, qui n'ont pas le temps de venir pendant cette période-là, de venir et de savoir ce qu'il y a comme culture, particulièrement connaître le Goli et savoir que le Goli est leur masque, c'est leur patrimoine culturel. Le Goli, sous ses 7 visages différents, est aujourd'hui estampillé produit touristique de choix. Trop peu d'honneur pour le riche patrimoine culturel ivoirien qui paie ainsi le prix de l'absence de stratégie hardie en faveur du tourisme comme facteur de richesse et de développement local. Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir à Salfo. Bonsoir Marie-Laure. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors vous venez de voir la danse du Goli qui participe aussi au tourisme de notre pays. Alors quelle est votre impression? Mais c'est déjà bien de savoir tout ce qui a été dit pendant le reportage. Mais je crois qu'il serait encore mieux de mettre en place un festival des rythmes et danses de chez nous. Et vous êtes pour promouvoir ça. Le commissaire général du FEMIA, le festival des musiques urbaines d'Anoumambo. On a constaté, c'est moi qui l'ai constaté. Vous allez également le confirmer ou l'infirmer. Ces danses du terroir sont absentes de votre festival. C'est vrai, parce que la vision du festival, c'était de promouvoir les musiques urbaines et nous n'avons pas voulu mélanger les choses. On a trouvé que déjà, il y a pas mal d'initiatives pour promouvoir les danses traditionnelles en Côte d'Ivoire. Donc, on voulait laisser chacun dans son registre pouvoir le faire. Et on a essayé depuis 5 ans maintenant d'introduire quand même la musique tradie moderne, parce que chaque fois qu'il y a le FEMUA, depuis 5 ans, ce sont les artistes tradis modernes qui ouvrent le FEMUA. La preuve en a été avec le Crewman Group, qui a ouvert le festival avec le Bolo Super, qui est une danse du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, vous promouvez à votre manière notre culture, notre tourisme. Alors, on va parler de ce FEMIA 10. C'est une programmation, quand on voit l'affiche, c'est une programmation plus diversifiée, avec une rencontre des générations de Salif Keita à Singila. C'est aussi une rencontre de style. Oui, le FEMIA, vous savez, c'est une plateforme qui réunit tout style de musique. On essaie de créer une rencontre entre tous les genres musicaux, mais aussi c'est une plateforme qui regroupe toutes les générations. Le FEMIA est intergénérationnel. Aujourd'hui, quand on entend Salif Keita et on entend Kif No Beat, on a l'impression de mettre un grand-père et ses petits-enfants sur scène, mais c'est en même temps une passation de flambeau. C'est dire que il y a toute une génération qui a fait la quintessence de cette musique africaine et qui a envie aujourd'hui de préparer la relève. Et cette relève-là, sur la scène de FEMUA,
on la sent tout de suite parce que quand on voit Black M, quand on voit Singila, quand on voit Kifnobit, c'est la nouvelle génération qui côtoie les plus anciens comme Salif Keita, Tiken Et c'est tellement pour s'inspirer de leur parcours, de leur expérience aussi. C'est ça, c'est un enseignement qu'ils viennent donner en chantant. Alors, quelle est l'exception de ce FEMIA 10, contrairement au FEMIA 9, FEMIA 8, FEMIA 7, etc. Mais c'est un FEMIA de maturité, si je peux me permettre de le dire, parce que nous sommes à la 10e édition. Et 10, c'est un chiffre qui donne le commencement d'un cycle, parce que nous avons fait le FEMIA jusqu'à 9 éditions. Aujourd'hui, nous sommes dans un renouvellement. Nous rentrons dans un nouveau cycle de FEMIA avec plusieurs innovations qui nous permettront de donner encore plus d'écho au festival. Voilà. Le FEMIA 10 s'est engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Oui. Pourquoi? Mais parce que c'est une problématique qui est moins débattue par les Africains. Un peu étonnant. La musique, volet social, maintenant pas l'environnement. Oui, parce que la musique est un levier de développement aussi. La musique est un très bon canal pour véhiculer des messages. Et j'ai trouvé important de parler du réchauffement climatique parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a quand même ratifié les accords de la COP 21. Une chose est de ratifier les accords, une chose est de les mettre en pratique. C'est d'ailleurs pour ça que je veux saluer ici le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Qui est votre partenaire. Voilà, qui est notre partenaire et qui a trouvé opportun de nous accompagner sur ce volet. Alors, de façon concrète, comment cela se réalise sur le terrain avec ce FEMIA 10? Nous avons, à travers notre Carrefour Jeunesse, réuni des jeunes où nous avons parlé de l'importance de l'implication des jeunes pour que nous trouvions des solutions idoines qui pourraient contrer ce réchauffement climatique. Vous êtes censé savoir, par exemple, qu'à Laoupaon, il y a la plage qui disparaît Parler d'érosion côtière. L'érosion côtière de Laoupaon qui est constatée, qui est vue là, mais qui vraiment, on ne trouve pas de solution. Donc nous lançons des messages à travers les carrefours jeunesse du FEMIA à toute la jeunesse pour que nous adoptons des comportements qui peuvent nous permettre, à notre manière, de contribuer à cela. Si la Côte d'Ivoire a ratifié, c'est parce que la Côte d'Ivoire veut que les Ivoiriens aussi s'impliquent davantage dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Et justement, nous allons regarder cet élément d'Issa Tchona Yeo qui parle justement de l'engagement du FEMIA dans le changement climatique. Nous allons regarder et revenir sur le plateau pour discuter. Anoumambo, village situé dans la commune de Marcory, temple du festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMIA. C'est ici que le groupe Magic System est en train d'écrire, depuis 10 ans, l'une des plus belles pages de l'histoire de la musique ivoirienne, voire africaine. Pour ce FEMIA 10, les Gaou magiciens sont allés au-delà du volet musical et artistique pour s'intéresser au réchauffement climatique. Le FEMIA est une occasion de poser des actions sociales sur le plan de l'éducation et de la santé. Pour cette 10e édition, c'est la ville d'Odiéné et le village de Baye-Koubassi, dans le département de Gagnoua, qui bénéficieront d'écoles primaires. Au plan artistique, l'affiche est alléchante. Salif Keita a su donner de l'émotion à ses nombreux fans. Avant la méga-star malienne, le franco-congolais Singila, Marie Mafal et bien d'autres ont également égayé le nombreux public d'Anoumambo. Ce soir, ce sera au tour du règlement ivoirien Tiken Fakoli de tutoyer la scène d'Anoumambo avant l'apothéose du festival ce dimanche à Adiaké. Voilà, Salfo, le FEMIA, ce n'est pas seulement la musique, il y a aussi le volet social. Vous avez donc posé les premières pierres de la construction de 2 écoles, d'un centre de santé. Et également, qu'est-ce qui explique cet engagement social si fort pour une seule édition? Écoutez, non seulement c'est la 10e édition, mais nous aspirons à faire plus que ce que nous faisons actuellement, parce que l'éducation et la santé sont les parents pauvres de l'Afrique, je dirais même pas de la Côte d'Ivoire. Et cette année, nous avons trouvé important d'aller au-delà des écoles, d'une école que nous offrons habituellement. On s'est dit, c'est la 10e édition, on peut aller fort. Donc, on a pris attache avec des partenaires qui ont accepté de nous accompagner sur la construction de 2 écoles, plus précisément à Baye-Koubassi et à Odiéné.
Il y a aussi un dispensaire que vous avez oublié de souligner, un dispensaire qui il y a tellement d'actions sociales que vous menez également. Ouais. D'accord. La 9e édition a été marquée, hélas, par la mort de l'artiste congolais Papa Wemba. Oui. On a vu que vous avez été très touché, comme d'ailleurs de nombreux Ivoiriens, la population qui a été marquée par ce drame. Est-ce que vous avez eu à un moment donné envie de tout lâcher après ce drame? Ben écoutez, avoir envie de tout lâcher, non, je ne crois pas, parce que nous, on a passé toute notre carrière à faire des chansons où nous incitons les gens à persévérer, à garder le courage et à ne pas baisser les bras au premier obstacle. Donc, ce n'était pas à nous de le faire. Nous avons mis tout entre les mains de Dieu. Nous sommes africains, nous sommes croyants. C'était difficile, c'était des moments épouvantables, mais nous avons réussi quand même à pouvoir nous relever. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, le FEMIA se tient. Le FEMIA se tient. La clôture, c'est demain. La clôture, c'est demain à Diaké. Diaké est déjà prêt. Et voilà, ce soir, on va clore à Numambo. Et demain, on est à Diaké. Alors, les spectateurs qui se sont déplacés hier se sont posé la question. Monique Seka, qui devrait prester, finalement, n'est plus montée sur le podium. Pourquoi? Mais Monique Seka n'a pas pu monter sur le podium parce que nous avons décidé désormais de prendre des mesures pour éviter ce qui nous est arrivé l'année dernière. Avec la mort de Papa Wemba, nous avons tiré beaucoup d'enseignements et le ministère de la Santé, que je remercie d'ailleurs ici avec la ministre Raymond Goudou, a accepté de nous accompagner cette année sur cette édition. Donc tout est pris. Voilà, nous avons des équipes médicales. Sont prises. Voilà, nous avons des équipes médicales qui sont là. Et hier, il s'est avéré que la tension artérielle de Monique Seka était trop élevée. Et donc on ne pouvait pas, on a jugé utile d'ajourner sa prestation pour pouvoir lui permettre de s'exprimer une autre fois. Hier, les équipes médicales ont dit qu'il n'était pas possible qu'elle joue, alors on a annulé sa prestation. Merci à Salfo d'avoir répondu à nos questions et à l'année prochaine, pourquoi pas, pour le nouveau cycle du FEMIA, le FEMIA 11. Merci beaucoup, Marie-Laure. Les 8e Jeux de la francophonie, c'est dans moins de 3 mois. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begremambé, mobilise les partenaires au cours d'un déjeuner qu'il leur a offert. Il a demandé leur implication pour le succès de l'événement. Suite et fin de la visite du pape François en Égypte, le souverain pontife a dit une messe devant des milliers de fidèles chrétiens au Caire aujourd'hui. Il a appelé à la fraternité et à la charité pour répondre à l'extrémisme, nous dira Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana.